bonjour. Si je reviens vers vous cette fois-ci, c'est pour vous proposer un petit zoom sur les mouvements en faveur de la cause animale, c'est-à-dire de commencer à préparer le cours que nous allons étudier la fois prochaine concernant le droit des animaux et les devoirs que les hommes ont envers eux. Si on reprend donc un petit peu la question du point de vue chronologique, on voit que dès l'Antiquité, certains penseurs se sont abstenus de consommer de la chair animale. Et oui, c'est pas nouveau, ça a déjà existé. Ça pouvait être évidemment pour des raisons religieuses, dans le cas par exemple du mathématicien Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ, ou pour des raisons philosophiques, comme chez Porphyre de Tyr, dont je vous donne les dates 234-310, qui appartient au courant néoplatonicien. Or, il faut bien savoir que le philosophe grec Platon, 428-348 avant Jésus-Christ, justement dans son dialogue intitulé « Le politique », critique déjà l'anthropocentrisme, c'est-à-dire, vous vous en souvenez, cette tendance humaine à vouloir placer l'homme au centre du monde vivant. Et il nous dit d'ailleurs, si une grue devait classer les êtres vivants, il le fait dire évidemment par Socrate, le maître de Platon, dans ce texte, nul doute alors que cet oiseau distinguerait les non-grues d'une part et les grues d'autre part. Donc il dit voilà, selon celui qui établit cette distinction, qui établit cette hiérarchie, eh bien on va pas aboutir au même résultat. C'est ce que nous avions vu ensemble avec le relativisme culturel et évidemment toutes les thèses ethnocentriques. On va voir donc que toutes ces thèses vont évoluer. Ainsi, à la Renaissance, on voit que la critique de cette séparation commode entre les hommes et les animaux s'est poursuivie avec un certain nombre de philosophes, dont Charon, je vous donne les dates, 1541-1603, et essentiellement Michel de Montaigne qui est plus connu, 1592. Donc, on va bien voir à travers ces philosophes que les choses vont commencer un petit peu à bouger et à évoluer, et ce sont eux qui, les premiers, vont formuler l'argument dit des cas marginaux. Ce raisonnement, je résume très rapidement, consiste à rappeler que toute critique censée séparer l'animal de l'humain nous montre en fait qu'on peut toujours trouver dans les hommes très minoritaires, d'où le terme de marginal, donc des cas très marginaux, qui ne correspondent pas non plus aux critères de l'humanité que l'on pourrait donner. Donc ce qui va faire dire à Montaigne qu'il existe parfois plus de différences d'un homme à un autre que d'un homme à un animal, en raison de ces cas marginaux. Cet argument, il faut bien le savoir, a été repris par l'un des pionniers justement du mouvement en faveur de la cause animale, le philosophe que vous connaissez peut-être australien, Peter Singer, qui est lui né en 1946. Et il a fortement contribué à la naissance de l'éthique animale, soit en utilisant une réflexion sur le comportement à l'égard des animaux, dans son livre notamment La libération animale que vous avez peut-être lu et qui est paru en 1975, où il explique justement qu'il n'est pas possible de considérer l'homme comme une espèce privilégiée et homogène, et ni même de lui attribuer des droits spécifiques au prétexte que les seuls individus humains seraient respectables. Bon, on va retrouver aussi dans les thèses de Jonas, quand il dit « il faut respecter la nature », dans le terme de respecter la nature, on entend une sorte aussi d'élévation de la nature au rang humain, puisque théoriquement, on devrait, en tout cas si on est encore marqué par les thèses kantiennes, ne respecter qu'un être humain. Donc on voit bien que ces questions de respect du règne animal, de respect des animaux et respect du règne naturel de la nature, pose le problème d'élever finalement ces univers au rang de l'univers humain. Et il nous dit, par exemple, que les orques ou les grands primates sont parfois plus proches justement des standards que nous avons l'habitude d'associer à notre représentation de l'humanité que par exemple des enfants en bas âge. Ça, c'est une théorie qu'on retrouve aussi, qu'on trouvait déjà chez Kant quand il nous disait finalement que l'enfant, il n'avait pas encore le statut d'être humain au sens où justement il était dénué d'autonomie. Oui, nous reviendrons évidemment sur tous ces points ensemble.
Enfin, dernier point aussi, Singer reprend justement cet argument émis par les Lumières, et notamment par le philosophe Jeremy Bentham, qui est plus classé dans les philosophes utilitaristes anglo-saxons, dont les dates sont 1748-1832, et dans son introduction au principe de la morale et de la législation, qui est paru en 1789, il veut que la souffrance d'un individu pèse autant que celle d'un autre individu, quel qu'il soit, donc d'un être vivant. Donc on voit bien que c'est pas nouveau, mais même si on a mis beaucoup de temps à inscrire dans la loi que l'animal était un être vivant, sensible. Hein. C'était déjà dit. Et il considère que nous partageons effectivement avec les animaux la capacité de douleur, et nous devons donc tenir leur mal pour digne de considération et de respect. Et c'est à ce moment-là qu'il propose d'appeler, et là c'est un terme qui est nouveau et novateur par rapport aux thèses précédentes qui disaient déjà un certain nombre de choses, d'appeler spécisme, c'est-à-dire sur le modèle de racisme, l'attitude qui consiste à octroyer plus de valeur aux membres de son espèce qu'aux autres êtres vivants. C'est-à-dire une sorte de racisme animal, hein, on va dire finalement, si on peut l'entendre comme ça, pour le spécisme. Et donc plus généralement, si on veut préciser, le spécisme consiste à organiser uniquement par l'intermédiaire de catégories englobantes, comme si un animal n'était qu'un échantillon de cette espèce, plutôt qu'un individu sensible. Donc ça conduit, ce spécisme conduit à hiérarchiser les espèces de façon arbitraire et conventionnelle, comme on l'avait vu avec l'ethnocentrisme au niveau des cultures, en fonction de l'affection qu'on leur porte. Or, si justement rien ne justifie logiquement d'accorder plus de valeur aux chiens et aux chats qu'aux bovins ou aux porcins, qui sont pourtant également des êtres sensibles, et doté d'une intelligence manifeste. Donc c'est sur tous ces points que je vous propose de revenir très prochainement et que je vais vous proposer d'étudier ensemble et de voir justement ces droits des animaux. Donc je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très bientôt.